1, 2, 1, 2. Dans la partie précédente. L'approche design, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est l'approche design? J'étais sur la route toute la sainte journée. Moi, je suis l'archétype du mec qui était sur l'autoroute. J'en peux plus! Cultivez et revendiquez et battez-vous pour votre droit à l'errance. Mais je peux pas! Laissez-vous le droit de cheminer autour de la route, quoi. J'y vais, mais j'ai peur! Parfois on reçoit autre chose que ce qu'on attendait, la vie est pleine de surprises. Le droit à l'errance, il est vital et ce monde est en train aussi de nous le tuer. Échange billet! Putain de merde! Bonjour, vous écoutez Bifurqué, des histoires qui valent le détour. Une série d'entretiens réalisés par les Pandarous, petits médias qui prouvent que d'autres histoires sont possibles. Épisode 3, Noémie, questionner le statu quo. Ouais, en fait, moi j'ai rencontré des designers pour la première fois dans l'environnement de l'entreprise, effectivement. Je pense que c'était vers les années 2010, début des années 2010. Ça fait vieux dinosaure de dire ça un peu, non? Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est cette posture finalement de résolution de problèmes, finalement en se posant la question comment pourrions-nous, très orienté utilisateur, et derrière l'utilisateur, moi ce que ça a évoqué pour moi, c'était le côté très sciences humaines, très presque anthropologie, que je trouvais vraiment hyper intéressant. Et puis ce côté de restituer de manière tangible, finalement d'être dans un cycle très court qui passe du conceptuel, du cerveau à la main, quoi. Et ça, je trouvais ça vraiment hyper stimulant, et c'était la première fois que je voyais un truc comme ça, parce que tu vois, moi je partais de Sciences Po où en fait, en gros, tu faisais ton plan en deux parties, de sous-parties, et c'était ta production, c'était ça, quoi. Ce que personne ne va lire en réalité. Donc là, j'ai trouvé un truc vraiment interpellant aussi en termes de création d'objets qui permettent de créer une conversation ensuite. Et ça, moi, c'est vraiment ce truc-là qui m'a marqué. Et la manière, du coup, dont je me le suis approprié dans la prospective, ça fait écho, du coup, à la discipline du design fiction, qui, du coup, effectivement, repose sur le fait de mettre en lien, on va dire, de manière un peu puriste, on va dire, dans l'approche puriste, c'est effectivement un mix entre de la science-fiction et du design, et donc donner à voir les conséquences possibles du changement au travers d'un produit, d'un objet, d'un service du futur, plutôt inspiré effectivement par l'univers de la science-fiction. Et moi, je suis partie un peu sur cette approche-là, en me disant que c'était aussi un très bon outil pour faire de la médiation, en fait, de futur. Et tu vois, quand on parlait tout à l'heure de rendre des projections des futurs accessibles au plus grand nombre, le design fiction, moi, dans cette perspective-là, c'est vraiment un outil formidable, où en fait on va essayer de donner vie, en fait, de concrétiser au travers par exemple d'une fiche de poste, quand je donnais l'exemple de la fiche de poste tout à l'heure, mais ça peut être aussi une application, ça peut être un aliment, ça peut être une boîte de céréales qu'on modifie pour retranscrire dans cet objet-là les conséquences possibles du changement. Par exemple, sur une boîte de céréales, ce serait quoi la mention de la diététique, qu'est-ce qu'il y aurait comme composants alimentaires dedans, ce serait quoi le logo, et à qui ça s'adresserait en termes de cible. Enfin, par exemple, on pourrait imaginer une boîte de céréales à destination des personnes âgées. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très difficile à mâcher pour eux. Ça ressemblerait à quoi, ce produit-là, dans une société, du coup, vieillissante, dont la démographie vieillit? On va probablement voir des produits de ce type-là. Et donc, ça permet, en fait, d'articuler des idées entre elles, pour, du coup, se questionner sur les conséquences d'un objet. Et en fait, l'idée, c'est de choisir cet objet dans l'univers le plus proche possible des personnes auxquelles on s'adresse. Et donc, la fiche de poste,
est un super outil pour ça, parce que ça permet vraiment de se questionner à titre individuel et à titre collectif sur les conséquences du changement, sur mes compétences, ma carrière, mes envies à moi, dans quoi est-ce que je me retrouve, dans quoi est-ce que je me retrouve pas. Et tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur est-ce que c'est un territoire vierge ou pas, moi j'adore, et c'est hyper souvent que quand je travaille avec des fiches de poste, il y a toujours quelqu'un qui veut postuler à la fin. Et en fait, quelque part, c'est une manière de faire arriver le changement, de donner envie et en montrant ce qui va pouvoir se passer, quoi. Et ce processus-là, en fait, une fois il a besoin quand même d'un temps de médiation, parce que quand tu poses juste un concept prospectif hyper haut, en fait, il n'y a que les esprits intello comme moi qui vont capter, et en fait, ça ne parle pas du tout aux gens. Donc l'idée, c'est de redescendre de 3 étages et d'arrêter d'être dans nos nuages tout là-haut, là, mais de faire l'effort de redescendre dans la vraie vie et de se dire, mais dans la vraie vie des personnes avec lesquelles je travaille, qu'est-ce que ça va vouloir dire, quoi. Et donc c'est vraiment ce travail-là que je trouve vraiment intéressant. Et en fait, quand tu réfléchis, c'est vraiment la démarche de design. Sauf qu'en fait, on essaie d'imaginer les problèmes de demain et de se dire quelles seront les solutions à ces problèmes-là demain. Ça rend les projections ça les rend plus concrètes, tangibles, matérielles en fait. Exactement. Et aussi, ce que tu dis pas vraiment, mais qui est présent, c'est que ça permet un travail collectif. C'est ça. Tout le monde est partie prenante de la réflexion, et pas seulement les intellos d'en haut. Exactement. Enfin, d'en haut, tu vois ce que je veux dire. Plutôt dans les nuages, c'est ça que je voulais dire. Il n'y avait pas de hiérarchie dans ce terme-là. On arrive vers la fin, on a encore 4 ou 5 questions. Donc une de Nicolas, qui est passé sous ce micro juste avant toi. Je lui laisse la possibilité de poser une question à la personne suivante. Il ne savait pas qu'il se serait eu, moi non plus je ne savais pas. Comment faire pour partager son alignement dans la vie professionnelle ou personnelle, ses convictions, sans être un chiant prosélyte qui assène ses vérités? Bon, il ne savait pas, mais tu es quand même la bonne personne pour répondre à cette question. Je ne sais pas. En fait, moi, j'affirme jamais rien, je pose toujours des questions. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve génial dans la prospective, c'est qu'en fait, ça permet d'explorer des voies nouvelles sous le couvert de l'hypothèse de changement, de la question « et si demain ?» de la fiction. Donc finalement, on avance petit à petit dans la concrétisation de voies différentes, mais en laissant les gens faire leur propre chemin. Du coup, toi, quelle est la question que tu aimerais poser à la personne après toi? Alors, je peux peut-être te dire qui est la personne après toi. Je crois qu'elle s'appelle Alison et qu'elle travaille, elle, dans l'éducation populaire pour une asso qui s'appelle Avenir en héritage. Alors, on n'a pas fait exprès, mais tu vois, c'est quand même... Moi, j'ai envie de lui demander comment est-ce qu'on fait, puisque du coup, la question était tournée comme ça et j'ai trouvé ça intéressant, le comment. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour recréer du lien entre les générations? Bon, il se trouve que la personne après Noémie est en fait Anaïs, chef de projet dans l'aéronautique reconvertie fromagère. Quoi, c'est presque pareil. C'est quoi tes aspirations pour la société? Moi, je dirais déjà, de par mon métier, mon aspiration pour la société, c'est une société qui travaille plus sur de la vision, sur le fait de pouvoir se projeter et d'aller ensemble vers quelque chose qui nous donne envie, parce que je pense que c'est vraiment ce qui fait défaut aujourd'hui dans la vie citoyenne, et que on n'arrive plus à se remobiliser autour de quelque chose de plus loin que des problèmes assez court-termistes. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais qu'on arrive à redéployer en tant que société. Et je pense vraiment que on serait à la fois plus heureux et je pense que ça nous guiderait aussi plus et ça nous réunirait. C'est une bonne transition vers la dernière question, qui est qu'est-ce qui te rend heureuse, toi, dans la vie?
Bah, le soleil déjà, j'aime beaucoup le soleil. Tu vois là, le soleil et le bruit du vent dans les arbres avec le bruit des petits oiseaux. Ça c'est quelque chose qui rend heureux. Je pense aussi, enfin finalement moi c'est vraiment le lien avec les gens. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de précieux à essayer de cultiver au maximum. Et même dans mon travail, moi, ce qui me rend heureuse, c'est travailler aussi avec des personnes que j'apprécie, que j'admire. Donc, je pense que c'est vraiment ça le petit fil rouge. Pour conclure, j'ai proposé à Noémie 3 petites questions à piocher parmi une quinzaine. L'animal que tu aimes bien. C'est marrant parce que mes filles, elles me posent souvent cette question. En fait, je ne sais pas y répondre. Parce qu'il y a un truc, il y a une maladie qui s'appelle la cécité botanique. Je ne sais pas si tu connais. C'est le fait de ne pas voir les plantes. Donc moi, je les vois, les plantes, je les vois. Mais les animaux, alors tu vois, j'ai un chien, mais c'est le chien de mon mari en fait. Moi, les animaux, je sais pas. C'est vraiment super d'avoir un animal parce que du coup, je me reconnecte à l'animal. Mais j'ai toujours, en fait, je crois que j'en ai toujours eu peur en fait, parce que c'est quelque chose que, enfin, j'ai pas grandi dans ces univers-là. Bref, je te raconte un peu ma vie, mais et du coup, l'animal que j'aime bien, bah, c'est mon chien. Que tu vois. Que je vois. Bah oui, maintenant ça y est, je le vois. Et je sais interagir avec, mais c'est un apprentissage quand on n'a pas grandi dans ce contexte-là. Tu avais plus une peur qu'une indifférence. Oui, je pense que dans le fond, c'était une peur, une incompréhension, tu vois. Ça peut nous rappeler aussi des comportements entre humains, tu vois, non? Je comprends pourquoi tu m'as demandé si du coup le fait qu'il y ait une chienne dans la maison ou pas. Oui. Ça dénote une empathie. Le super pouvoir que tu aimerais avoir. Je crois que j'aimerais avoir vraiment ce talent de la conversation, tu sais, qui permet de nouer des discussions avec n'importe qui. En fait, moi, je suis assez timide et assez bloquée, en fait, tu sais, quand il s'agit d'aller discuter avec quelqu'un comme ça, en sortant de nulle part, et de briser la glace et de lancer la conversation. Et je mesure à quel point, en fait, ça bloque et ça coupe à des opportunités de discussion incroyables. C'est pas un super pouvoir de malade, je vais pas sauver la planète, mais je trouve que voilà, tu vois, ça, je trouve que c'est un truc que j'aimerais vraiment bien avoir. L'art de la conversation ou l'art de briser la glace? L'art de briser la glace plutôt. Mais l'art de la conversation aussi. Hein, l'activité que tu adores faire. Ah, moi, j'adore m'occuper de mon jardin. J'adore. J'ai une serre là-bas. Et du coup, on a un potager dedans. Voilà, ça, j'adore. Été comme hiver? Été comme hiver, ouais. Et du coup, il me vient une question que j'ai voulu te poser à un moment, j'ai oublié. Et j'avais posé à Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables, puisque vous êtes des intellos, des gens qui... tu vas finir avec un coup de soleil, Noémie. J'aime bien. C'est quoi l'activité manuelle que tu aimes bien? C'est ça, c'est le jardinage? Ouais, vraiment. Et ça, c'est vraiment un truc à la fois qui m'apaise et qui est très réflexif, en fait, dans le cheminement. Ouais, ça me... Et puis, du coup, s'il y a une forme aussi de satisfaction, de patience qu'il faut avoir aussi, de soins à apporter. Je trouve que c'est vraiment plein de... Enfin, et même globalement, de toute façon, c'est un truc qui m'apporte beaucoup d'apaisement. Bon, 7 heures, même question qu'au début, 7 heures passer à parler de toi, finalement, ton activité, ça va, ça a été? C'est plutôt l'art de la conversation. Ouais, non, je sais pas. C'est jamais facile hein, de parler de soi, mais c'est... Et puis, ouais, il y a une forme de dévoilement aussi qui est pas facile. Un message à faire passer, une chose importante qu'on n'aurait pas dite. Le futur est un terrain de jeu, je pense que c'est ça le message à retenir, quoi. C'est vraiment cette idée de il ne faut pas penser que c'est l'affaire des autres, et que ça nous concerne chacun d'entre nous. On prend note. Merci beaucoup pour ton temps. Merci Thibaut. Le futur est un terrain de jeu, ça n'est pas l'affaire des autres et ça concerne chacun de nous.
pouvait-on conclure autrement avec Noémie? On espère que vous avez apprécié ce nouvel entretien et on vous dit à bientôt pour d'autres histoires hors des clous.